Explication linéaire de la scène d'exposition de la pièce pour un oui ou pour un non. Pour un oui ou pour un non est la dernière pièce de théâtre écrite par Nathalie Sarraute, cette autrice franco-russe qui s'est illustrée dans le cadre du mouvement littéraire du Nouveau Roman. La pièce est à l'origine radiophonique. Elle met en scène deux amis de longue date, sans identité précise, qui se brouillent pour des raisons en apparence anodines. L'autrice s'est intéressée à ce qu'elle nomme les tropismes, c'est-à-dire des mouvements inconscients mais perceptibles dans le ton, les gestes ou les mots, qui manifestent de façon involontaire des sentiments. La pièce est un huis clos constitué d'une longue scène ininterrompue. Ici, nous sommes au tout début de la pièce. H1 sent que H2 s'est éloigné de lui, et il cherche à comprendre pourquoi. Je vais procéder à la lecture. Écoute, je voulais te demander, c'est un peu pour ça que je suis venue. Je voudrais savoir, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as contre moi? Rien? Pourquoi? Oh, je ne sais pas. Il me semble que tu t'éloignes. Tu ne fais plus jamais signe. Il faut toujours que ce soit moi. Tu sais bien, je prends rarement l'initiative, j'ai peur de déranger. Mais pas avec moi. Tu sais que je te le dirai. Nous sommes tout de même pas là. Non, je sens qu'il y a quelque chose. Mais que veux-tu qu'il y ait? C'est justement ce que je me demande. J'ai beau chercher, jamais. Depuis tant d'années, il n'y a jamais rien eu entre nous. Rien dont je ne me souvienne. Moi, par contre, il y a des choses que je n'oublie pas. Tu as toujours été très chic. Il y a eu des circonstances. Oh, qu'est-ce que c'est? Toi aussi, tu as toujours été parfait. Un ami sûr. Tu te souviens comme on attendrissait ta mère? Oui, pauvre maman, elle t'aimait bien. Elle me disait, ah, lui, au moins, c'est un vrai copain. Tu pourras toujours compter sur lui. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors? H2 hausse les épaules. Alors? Que veux-tu que je te dise? Si, dis-moi. Je te connais trop bien. Il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à une certaine distance de tout le monde, du reste, mais maintenant avec moi, encore l'autre jour au téléphone, tu étais à l'autre du bout du monde. Ça me fait de la peine, tu sais. H2 dans un élan. Mais moi aussi, figure-toi. Ah, tu vois, j'ai donc raison. Il s'agira de voir en quoi cette scène d'exposition est déroutante. Nous verrons, à travers le premier mouvement de la ligne 1 à 8, le questionnement initial de H1 à l'égard d'H2. Dans le deuxième mouvement, qui court de la ligne 9 à la ligne 17, je travaillerai sur l'apparition de divergences. Enfin, dans le troisième et dernier mouvement, à partir de la ligne 18 jusqu'à la fin de l'extrait, on verra un rapprochement entre H1 et H2, mais également le retour des tensions. Donc, il faut d'abord remarquer, donc, pour le premier mouvement, hein, de ce questionnement, que les deux personnages sont désignés tout au long de la scène et tout au long de la pièce par une lettre qui fait référence au sexe, H, et ensuite le numéro qui correspond à l'ordre de prise de parole. On n'a donc pas d'individu particulier. Ils reflètent là une situation universelle, ils peuvent représenter tout le monde. Par ailleurs, on peut observer qu'il n'y a pas de didascalie initiale, on n'a pas d'information, et cela est assez déroutant puisque le procédé rompt avec la tradition informative de la scène d'exposition traditionnelle, qui nous livre un certain nombre d'éléments. D'emblée, H1 emploie l'impératif écoute et la deuxième personne du singulier, que vous voulez te demander. Donc ce tutoiement montre bien que les personnages ont un lien, ils ont une certaine proximité, et la pièce commence par le nœud de l'intrigue, à savoir la demande d'explication de l'éloignement, ce qu'on appelle une sorte de début in medias res. On est plongé au beau milieu de la conversation, et on peut relever l'ambiguïté du verbe écouter. Écoute, est-ce que c'est un automatisme, écoute, comme on a
par exemple au téléphone la formule «Allô?» donc est-ce que c'est un automatisme pour entamer la conversation? Ou bien est-ce que c'est la volonté réelle que, H1 manifeste ici de se faire, heu, entendre? On peut remarquer un glissement de «je voulais te demander» à «je voudrais savoir», ce qu'on appelle un polyptote, c'est-à-dire la répétition avec un changement de mode verbal. En fait ici, H1 passe de l'indicatif au conditionnel, comme s'il y avait une peur, une crainte de ne pas obtenir la réponse. De même, les 2 formules, sont un peu comment dire? La même demande. Je voulais te demander, je voudrais savoir. Donc on a te demander, savoir, qu'on appelle une épanorthose. C'est-à-dire H1 revient sur une phrase, sur un jugement qu'il a déjà exprimé et il reformule en fait en intensifiant la demande. C'est comme s'il cherchait le mot juste pour formuler sa demande. On perçoit ici, dans cette reformulation, dans cette épanorthose, une forme de gêne. Par ailleurs, H1 évite d'accuser directement H2. C'est la raison pour laquelle on peut repérer des formules impersonnelles. C'est un peu pour ça. Que s'est-il passé? Cela crée un effet de suspens, de suspense pour le spectateur qui se demande ce à quoi fait référence H1. Quoi qu'il en soit, H1 continue à ressentir des difficultés à s'exprimer. Plus précisément, on sent qu'il n'ose pas demander franchement, comme le montre le modalisateur: «C'est un peu pour ça que je suis venu». On peut voir ce modalisateur comme une forme de d'euphémisme et les points de suspension montrent que la parole se cherche. Il y a beaucoup de points de suspension dans cette première prise de parole, hein, il y en a 3 à 3 reprises. Heu, comment dire? L'interrogation de H1 apparaît à travers donc cette modalité interrogative. «Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as contre moi?» et on remarque en fait entre les 2 questions qu'on passe d'une question neutre, «Que s'est-il passé?» à un ton plus accusateur, «Contre moi», donc avec la préposition, H1 devient plus accusateur. De fait, H2 répond lui aussi par une question. On voit qu'il est sur la défensive. En effet, on a la conjonction de coordination mais qui marque l'opposition. Et puis sa réponse est très courte, hein, mais rien. Donc un pronom indéfini qui nie ce qui vient d'être dire, mais rien. Pourquoi? On a là deux phrases courtes, deux phrases averbales. Donc le dialogue devient un peu conflictuel. On le sent surpris, on le sent agacé, c'est la raison pour laquelle H2 répond à une question par une autre question. Et le ton devient plus accusateur, notamment parce qu'on va avoir une opposition entre les pronoms personnels. Si on regarde dans ce premier mouvement, il y a beaucoup d'indices de la deuxième personne. Tu, à la ligne 2, à la ligne 4, à la ligne 7 également. On a aussi le T apostrophe, le te, à la première ligne ou à la ligne 7. Donc, cela va s'opposer à la première personne, moi. Heu, on remarque d'ailleurs dans l'expression «contre moi» que H1 se victimise. C'est ça se les choses se font contre lui. Il a une position passive. En outre, H1 n'ose pas affirmer son ressenti. C'est à la ligne 4. «Oh, je ne sais pas», donc on voit l'interjection, la négation, et puis le modalisateur: «Il me semble que», il n'affirme rien. Malgré tout, à travers la métaphore «tu t'éloignes», puisqu'évidemment ce n'est pas géographique, hein, c'est dans le lien, donc à travers cette métaphore, il montre que, justement leur amitié se distend. Selon lui, H2 se tient trop à distance. De même, quand il utilise, l'antithèse «plus jamais, toujours», tu ne fais plus jamais signe, il faut toujours que ce soit moi, on voit que la négation partielle laisse entendre qu'auparavant, H2 agissait différemment. Et donc là, on a vraiment l'opposition, à travers cette antithèse, entre les 2 hommes. H2 va se justifier à travers une explication logique, plutôt rationnelle. D'ailleurs, il utilise des liens logiques qui sont sous-entendus par la ponctuation, hein. On voit
Tu sais bien, 2 points, je prends rarement l'initiative, virgule, j'ai peur de déranger. Donc on voit la parattaque, c'est-à-dire la juxtaposition qui, sous-entend en fait des mots de liaison. Donc ici, la justification de H2 s'appuie sur la connivence entre les 2 hommes, sur leur complicité. Hem, Tu sais bien, donc on a l'adverbe et puis on a, les 2 présents de vérité générale. Je prends rarement, j'ai peur de déranger. Hem, En fait, pour H2, heu, ça fait partie de sa personnalité et cette personnalité est connue de H1, il est timide. C'est une situation qui est habituelle et avec l'adverbe rarement, il réfute l'idée de H1 selon laquelle il ne fait jamais le premier pas. Il dit pas jamais, il dit rarement. Donc là, en fait, on voit un glissement, on voit un désaccord. Immédiatement, H1 va remettre en cause, les justifications, qui lui ont été données, mais pas avec moi. Donc on voit que cette remise en cause, est soulignée par la conjonction de coordination qui marque l'opposition mais également par la négation et par ailleurs sa question est finalement rhétorique. Dès lors, H1 s'appuie à son tour sur leur longue amitié et leur connaissance réciproque l'un de l'autre puisqu'il emploie à travers une répétition, le verbe savoir. Tu sais, donc il y a cette connivence et il affirme ainsi son propos. Avec la première personne du pluriel de la ligne 7, nous n'en sommes toujours pas là. Le lecteur, spectateur comprend que, nous, c'est cette notion d'amitié qui sera au cœur de la pièce. En fait, ce nous montre l'union entre les protagonistes. Or, ici, le pronom personnel est associé à une négation. Nous n'en sommes tout de même pas là, pas là. De nouveau, à la fin de ce mouvement, les mots, les termes indéfinis, sont très, fréquents. Je te le dirai. À quoi ça renvoie? On ne sait pas. Nous n'en sommes tout de même pas là. Quoi là renvoie, on ne sait pas non plus. Et enfin, bien sûr, le quelque chose. Donc le propos reste flou. En fait, H1 n'arrive pas à saisir, à nommer ce qu'il y a entre eux. Donc, au terme de ce mouvement, on voit que, c'est l'ambiguïté qui prédomine. En fait, le lecteur, spectateur, l'auditeur ne sait pas vraiment la nature du désaccord. On dispose de peu d'informations, mais on comprend bien sûr que l'amitié et le langage seront au cœur de l'intrigue. Nous allons passer au deuxième mouvement. À partir de la ligne 9, des divergences vont apparaître. D'abord, on a une relance de la part de H1, comme si on avait un retour au point de départ, comme si on se retrouvait finalement comme à la ligne 3. Mais que veux-tu qu'il y ait? Donc là, on a de nouveau cette conjonction de coordination mais qui marque l'opposition. Et puis, dans cette interrogation partielle, on remarque qu'il y a un subjonctif qui est employé et ce subjonctif a une valeur d'irréel. Donc, en relançant par la même question, on a le sentiment que c'est une manière de nier l'éloignement. Non, non, il ne se passe rien. Et puis H2, avec ce subjonctif, met en doute, remet en question les propos de H1. Il est dans le déni. H1 va effectivement, reconnaître que leur complicité, est ancienne, hein, et c'est une complicité de longue date, une amitié sans heurts, ce qui est marqué par les très nombreuses répétitions, heu, des, heu, des termes négatifs, jamais à 2 reprises, ligne 10 et 11 ou rien également, à la ligne 11. De même, on a le complément circonstanciel de temps depuis tant d'années qui marque heu, cette, heu, cette amitié, très, très ancienne. Néanmoins, la remise en cause de cette amitié sans faille heu, est présente puisque H1 nuance son propos avec la proposition subordonnée relative: «Il n'y a jamais rien eu entre nous, rien dont je me souvienne». C'est une manière de dire qu'il y a forcément eu quelque chose, simplement H1
n'arrive pas à s'en souvenir. De même, on peut observer finalement à travers cette reformulation, heu, une antithèse. Heu, En effet, on passe de, «Il n'y a jamais rien eu» à «Il y a eu des circonstances», à la ligne 13. C'est un élément de dissonance. En fait, H2 là va contredire H1, même si ce n'est pas sur le même sujet puisqu'il va évoquer des souvenirs qui sont, qui marquent encore une fois leur entente. De même, une divergence, une dissonance apparaît, avec l'emploi du pronom personnel tonique «moi» et l'adverbe d'opposition «par contre» à la ligne 12. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une différence qui est marquée entre eux. Dès lors, H2 va justifier son propos avec des groupes nominaux au pluriel, des choses que je n'oublie pas, ligne 12, des circonstances, ligne 13. C'est assez ambigu parce que son propos est imprécis et donc des choses que je n'oublie pas ou des circonstances, ça pourrait avoir une connotation dépréciative. En fait, ça ne l'est pas puisqu'il H1 va, rebondir sur la remarque de H2. H2 en fait dit, H1 qu'il a toujours été très chic et de même H2 va lui dire qu'il a été parfait, un ami sûr. Donc très chic, parfait, un ami sûr, on a là un lexique mélioratif qui, permet de montrer chez les 2 amis finalement un double portrait moral valorisant. Néanmoins, les termes sont extrêmement, comment dire? Mélioratif et donc on peut se demander si c'est pas un peu trop pour être sincère. Cela, relève presque de l'hyperbole, on pense notamment à parfait. Heu, Cependant, H1 se laisse attendrir, puisque, il exprime une forme d'émotion qui est liée au souvenir d'enfance, commun à la ligne 15 avec l'interjection «Oh» et puis, comme on attendrissait ta mère, on a l'adverbe exclamatif et puis, également bien sûr les questions rhétoriques. La maman, hein, qui est évoquée est probablement décédée, hein, c'est ce qu'on suppose à la ligne 16, avec l'imparfait: «Elle t'aimait bien, elle me disait» et puis, l'adjectif, pauvre, qui laisse, effectivement entendre la disparition de cette mère. Et H2 va citer les propos de sa maman au discours direct. Le fait de citer montre qu'il ne reprend pas les paroles de sa mère à son propre compte. En fait, c'est un peu comme s'il se désolidarisait des propos maternels. Là encore, c'est une forme de divergence. Et d'ailleurs, dans les propos de la maman, on a le sentiment qu'elle lui fait un reproche sur ses autres amis. Ah, lui, au moins, c'est un vrai copain. Tu pourras toujours compter sur lui. Dans l'expression «tu pourras toujours compter sur lui» avec le futur et puis l'adverbe «toujours», on voit que, cela renvoie à la façon dont l'amitié est vue par H1 et par la mère de H2. L'amitié est associée à l'idée de sécurité. Un ami sûr, compter sur lui. Autrement dit, la relation entre H1 et H2 semble déséquilibrée puisque dans cette amitié, il s'agit finalement pour l'un de s'appuyer sur l'autre. Donc, au terme de ce mouvement, on ressent bien des failles dans la relation entre H1 et H2. En fait, on a dans ce mouvement un mélange de proximité qui est lié au souvenir et une forme de distance, d'où des divergences qui apparaissent. Dans le troisième mouvement, on voit que l'on va passer du rapprochement au retour des tensions. D'ailleurs, la didascalie hausse les épaules, euh, n'est pas, explicite, on peut se demander ce qu'elle traduit, d'autant plus que les didascalies sont très peu nombreuses dans la pièce, hein, dans la mesure où c'est une œuvre radiophonique. Est-ce que cette didascalie exprime la lassitude? Est-ce qu'elle exprime l'agacement? En tout cas, on a la répétition de l'adverbe «alors», ligne 19 repris donc, ligne 18 repris, ligne 19 par H2, donc le dialogue piétine. Et la modalité exclamative de la ligne 19, «Que veux-tu que je te dise?», peut là aussi témoigner de l'agacement.
puisque cette réplique, de nouveau, fait écho finalement aux lignes 3 et aux lignes 9. H2 reste dans le nenni. Il ne répond qu'en retournant la question. Malgré tout, H1 se permet d'insister. Il insiste avec l'adverbe affirmatif si ou encore par l'impératif dis-moi. Il développe son propos en montrant qu'il se sent mis à l'écart et ses paroles vont être teintées d'un certain reproche, avec la métaphore filée de la distance, avec donc le terme distance, avec l'hyperbole à l'autre bout du monde, mais aussi on peut penser dans le terme téléphone, au préfixe télé, qui signifie au loin. Donc il fait le reproche à H2 de le mettre loin de lui, de le mettre à distance et finalement il reproche à H2 sa misanthropie qui, l'affecte désormais. C'est ce dont témoigne la gradation descendante, de tout le monde, du reste et puis ensuite moi. À partir de là, H1 exprime, sa souffrance et montre à quel point heu il a des difficultés à s'exprimer. C'est ce que montrent les très nombreux points de suspension dans sa prise de parole à partir de la ligne 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, on a les points de suspension et on a aussi le vocabulaire de l'émotion, hein, me fait de la peine. On a toujours cette même oscillation entre hésitation et affirmation. Comme le montre le vocabulaire imprécis, les pronoms quelque chose, ligne 20, ou encore ça, ligne 22. Enfin, un rapprochement spontané dans la parole et dans le geste va voir le jour. C'est ce qui est montré par la didascalie dans un élan. euh, et donc on a l'adverbe comparatif aussi, mais moi aussi, figure-toi, et la phrase est inachevée. En fait, c'est ambigu. C'est ce qu'on appelle une aposiopèse. Est-ce que c'est moi aussi, je suis peiné ou moi aussi, j'ai vu cet éloignement? Eh bien, H1 va interpréter la réplique de H2 de façon univoque. Pour lui, c'est la deuxième interprétation. Moi aussi, j'ai vu cet éloignement. Alors que finalement, on vient de le dire, hein, le sens n'était pas clair. En fait, il utilise une affirmation logique pour prouver son intuition. J'ai donc raison, hein, avec la conjonction de coordination donc qui marque la conséquence. Euh, Finalement, juste après le rapprochement entre les deux amis, de nouveau, la tension réapparaît, l'opposition refait surface. Donc, au terme de ce mouvement, on voit que les gestes symbolisent la complexité des relations. En fait, la dispute ressurgit au moment même où les deux amis semblaient se rapprocher. En conclusion, on constate donc que cette scène d'exposition est particulièrement déroutante. Alors, on a des éléments conventionnels puisque Nathalie Sarraute présente quand même les personnages. On sait que ce sont deux amis de longue date. Elle présente également le sujet de la pièce, donc la dispute. On a aussi le thème de la relation amicale et celui de l'importance de la parole. Malgré tout, le lecteur, l'auditeur, le spectateur peut être dérouté parce que les personnages sont peu identifiables, rappelons-le, ils sont nommés par lettres et par ordre d'apparition, comme s'ils avaient des caractères interchangeables et ils n'ont pas de langage qui les différencie. En outre, ce qui est déroutant, c'est que le dialogue piétine. Cela permet à Nathalie Sarraute d'évoquer ces petits riens qui sont difficiles à exprimer et qui pourtant ont des conséquences importantes. Ces petits riens, elle les appelle, donc dans le langage, les tropismes. On peut comparer ce début de pièce à une œuvre de Yasmina Reza intitulée Art, puisque on retrouve aussi cette idée de querelle comme point de départ tout à fait banal. En fait, dans Art, on a 3 amis qui sont très liés depuis plus de 15 ans et qui vont voir leur amitié voler
en éclats à l'occasion de l'achat d'un tableau monochrome, blanc, qui a été payé, au prix fort par l'un des personnages, hein, par Serge et donc c'est une origine banale comme ça, qui va, donner, lieu à, une querelle extrêmement, violente et qui va, remettre en question toute leur amitié.